c'est une charte de 1192 à laquelle est appendu le sceau de Guillaume VIII. Et c'est un document par lequel il valide une vente qui est faite par sa cousine Guidaz et son époux Liésard de Castries à un certain Guillaume de Sauzet, à qui ils vendent des terres dans le terroir, dans le tellement de Sauzet, au bord du Lez. Voilà. Et c'est un document de 1192 qui fait que nous pouvons évidemment dater cette bulle. Alors c'est très important parce que pour les archives de Montpellier, c'est la seule bulle que nous ayons des seigneurs de Montpellier de la dynastie des Guillem. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Guillaume VIII, il est représenté sur une face donc, en poète. Il a donc, vous voyez, il est assis sur un tabouret et il tient une harpe, il joue de la harpe. Donc c'est une iconographie qui est quand même plus originale, hein, et qui fait référence, parce qu'il avait une cour où venaient des troubadours, voilà. Donc ça, Arnaud de Mareuil, je crois, donc voilà. Et de l'autre côté, alors l'iconographie est beaucoup plus classique. Vous voyez, il est assis à cheval, en côte de maille, il brandit son épée de la main droite, et puis de l'autre côté, il se protège avec un grand bouclier. Voilà, et tout autour, il y a écrit Sigillum, donc sceau de Guillaume de Montepulciano, donc sceau de Guillaume de Montpellier. On voit bien son collier de barbe, il a une coiffure au bol, on voit son manteau qui est agrafé sur l'épaule, et puis même sur le tabouret, le coussin est losangé, en fait c'est vraiment très très fin et très très précis. Ce n'est pas fréquent comme représentation. Il y a peut-être une référence aussi aux représentations du roi David. Sans doute. La harpe, en fait, dès son apparition dans les îles britanniques, parce qu'en fait ça vient de l'autre côté de la Manche, en fait, il y a toujours eu une association avec le pouvoir. Et c'est pour ça que Charlemagne va reprendre le roi musicien, et puis petit à petit, alors au départ c'est pas la harpe qui est dans le roi musicien carolingien, il y a ce qu'on appelle la lyre anglo-saxonne en fait, et il y a aussi la harpe psalterion qui est l'instrument carolingien, et puis assez vite la harpe apparaît, mais il y a toujours cette association donc avec le pouvoir. D'accord. Alors c'est intéressant aussi pour les Guillaume parce que c'est la seule représentation qu'on ait d'un seigneur de cette dynastie, mais donc la fille de Guillaume VIII est Marie de Montpellier. Et donc elle a épousé Pierre de d'Aragon. Et on a une bulle de Pierre de d'Aragon, mais lui il se représente non plus assis avec une harpe, mais carrément sur un trône, avec un sceptre à la main. Vous voyez, donc alors c'est un peu plus tardif, mais il y a parce qu'on est au début du XIIIe, mais c'est intéressant aussi de noter. Lui, alors, est-ce que c'est l'évolution des mentalités? Est-ce que c'est... voilà, Parce que lui aussi, sur l'autre versant, il est en chevalier avec l'armure, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, je voulais vous demander quel type de bois allez-vous utiliser pour fabriquer cette harpe? En fait, on s'aperçoit que sur la période médiévale, il y a plutôt, comme pour la sculpture, une préférence pour les bois tendres. Des bois tendres, donc l'aule, le saule, le saule qu'on retrouve dans les caisses des harpes gaéliques, là, en Écosse ou en Irlande. Et par contre, ces bois tendres, souvent, ils étaient flottés. Ce qu'on appelle flottés, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent immergés en marais ou en tourbière, de manière à perdre leur matière organique d'une part, et à se charger de sels minéraux d'autre part, qui changeaient un peu la qualité du bois, et en particulier la réponse acoustique, parce que on a donc une densité qui est un petit peu plus dure, quoi. Donc là, il se trouve que je suis dans le Marais Poitevin, et qu'il y a 4 ans maintenant, 5 ans, Jean Do, qui travaille dans le Marais, qui s'occupe a retrouvé dans une conche une bille d'aulne d'un diamètre un petit peu inférieur quand même à cette table,
Ouais, les 2 tiers de... Mais bon, déjà une belle bille qui a dû passer 5 ans dans le marais. D'accord. Et donc, qu'à sécher, j'ai déjà fait 2 instruments avec ce bois-là pour l'instrumentarium de Chartres. Et en fait, il marche très bien. C'est un très bon bois. Et donc, du coup, là, c'est ce bois-là qu'on va utiliser pour... Oui, c'est parfait parce qu'en fait, ce sont les mêmes conditions que, voilà, ouais, que lorsque un facteur fabriqué au Moyen-Âge. Voilà. Très bien. Et donc, et puis alors l'autre aspect alors effectivement, de 10 jours, c'est assez court. Oui, ça je... Mais par contre, un instrument comme ça, en fait, pratiquement jusqu'au 17e, enfin au moins, oui, parce que c'est resté même plus longtemps après, mais bon, en parallèle avec la lutherie assemblée, en fait, la construction d'une harpe se faisait avec 3 morceaux de bois. D'accord. C'est-à-dire que la caisse est sculptée dans la masse. On garde juste une petite planchette qu'on va réincruster après pour fermer la boîte. Mais sinon, il y a la caisse, la colonne et la console, c'est tout. D'accord. Donc en fait, c'est assez rapide à faire parce que ben, voilà, il y a 3 bouts de bois, quoi. Donc après, une fois qu'on sait à peu près où on va, ça peut aller assez vite, quoi. Et les cordes, elles sont en quoi? Alors les cordes, c'est du boyau, boyau de mouton. Tous les instruments sur cette période-là sont tous déclinés sous la même taille à peu près. Donc cette harpe-là correspond à la même taille que la vielle d'archet qui correspond au violon. C'est-à-dire c'est un instrument soprane. Puis c'est après qu'on va se mettre à faire des contrebasses, quoi. Je crois que la harpe de Guillem, elle est sculptée. Il me semble qu'il y a une tête d'animal. Voilà. Oui. Alors ça, vous ferez aussi une tête d'animal Ah ben bien sûr. Oui, c'est sûr. D'accord. Oui. Alors je sais pas quel est l'animal, si c'est un lion... L'animal, en fait, il appartient au bestiaire médiéval, c'est-à-dire que c'est comme dans la sculpture qu'on va retrouver sur une cathédrale et tout. Il y a quelquefois, c'est clairement défini, ça c'est le mouton du bon berger sur ses épaules et tout, on voit clairement que c'est un mouton, là on va voir que c'est un chien, le lion, et puis tout un bestiaire totalement imaginaire, plus ou moins effrayant, quelquefois sympathique. Donc du coup là, sur cette harpe-là, et d'autant plus là qu'avec la finesse de trait qu'il y a, j'arrive pas à avoir une bestiole méchante ou antipathique. Je pense qu'elle est sympathique, moi aussi. Voilà, je vois plutôt une bestiole, donc voilà, ni chien, ni pas réellement d'une race déterminée, mais plutôt d'aspect sympathique. Très bien, je suis rassurée. Oui, tant qu'à faire. Bien, donc vous, votre projet, donc est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc en fait, l'objectif de cette action, c'est de restituer cette harpe de Guillem VIII, telle qu'elle est figurée sur ce sceau. Pour ce faire, j'ai proposé à Yves de venir animer un stage qui accueille, lui, 5 luthiers de différents niveaux d'expérience. Donc voilà, Hugo Casalonga qui est installé à Pigne en Corse, qui a son propre atelier de lutherie. Monsieur Louviot qui fabrique lui aussi déjà, et puis 3 jeunes, un apprenti luthier et 2 étudiants de l'université du département musique, un étudiant de master et une de première année, qui sont passionnés par le travail du bois, par la harpe et par la facture instrumentale. Très bien. Voilà. C'est une belle aventure. Je ne recherche pas un son. Je me fixe uniquement sur la facture, sur le matériau, sur le truc comme ça. Donc en fait, c'est la conjonction de tout un tas de petits détails qui, au bout du compte, pour moi, à chaque fois, me crée la surprise du son que ça donne. En fait, c'est ça la recherche. En fait, on n'arrive jamais
à une vérité ou une réalité qui reste un peu un idéal utopique, quoi. Le seul truc qu'on essaye de faire, c'est de réduire le champ des incertitudes. Isidore de Séville, qui dit que tout ce qu'on fait doit être harmonique. Parce qu'il faut que ça soit bénéfique à l'homme. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et si ce qu'on fait, c'est pas harmonique, il vaut mieux ne rien faire, parce que non seulement ça ne sera pas bon, mais en plus ça sera nuisible. Et donc, voilà, l'harmonie des sphères, l'harmonie universelle, enfin, c'était... voilà, les vieux, ils ne travaillaient, il fallait que tout soit harmonique. Et pour ça, ils se basaient sur les proportions musicales. En fait, jusqu'au XVIIe, mais au moins jusqu'au XVIe, les seuls textes qu'on a, à chaque fois qu'il est question de facture instrumentale, c'est les mesures du monocorde. Voilà. Et donc c'est un système qui est hérité de l'Antiquité, ça fait quelques millénaires que le truc il est rodé, et parce que c'est... voilà, il se trouve que la musique et le son, c'est de la physique, et que c'est totalement incontournable, quel que soit l'endroit où on se trouve, la civilisation, le moment, si on prend un caillou qu'on le casse en deux et qu'on tape dessus, il va sonner l'octave. Si on prend un tuyau qu'on souffle dedans puis qu'on le coupe en trois, on va avoir la quinte. Si on prend une corde et puis qu'on met le doigt et tout, bon, hop. Et tout est construit à partir des proportions qu'on relève, voilà, simplement parce que c'est comme ça que le son fonctionne. Et toutes les musiques de l'humanité sont toutes basées sur la fondamentale et ses octaves, donc les octaves, quarte et quinte. Si on veut diviser l'octave, les premières divisions sur lesquelles on tombe, c'est la quarte et la quinte, qui apparaissent sur le deuxième octave des harmoniques naturelles. Parce qu'en fait, tout suit l'apparition des harmoniques naturelles. Donc première octave, la fondamentale se répète, fait son octave. Dans la deuxième octave, apparaissent la quarte et la quinte et se répète l'octave. Dans la troisième octave se répète la quarte, la quinte et l'octave, mais apparaissent aussi la tierce et la sixte. Et dans la quatrième octave apparaissent tous les demi-tons. Nous, en Occident, enfin, chez nous, on s'est arrêté à la quatrième octave. Dans les tracés, on s'aperçoit que c'est la quarte qui est souvent la plus utilisée. Et j'ai retrouvé que, par exemple, dans Boès, Boès divise donc dans la division du monocorde. La première opération, c'est on prend une corde, et donc la première opération, c'est on la divise par 4. Et en la divisant par 4, au premier quart, on a la quarte, au deuxième quart, on a l'octave de la fondamentale, et au troisième quart, on a la deuxième octave. Et donc, résultat des courses, pratiquement, sur un millénaire de facture instrumentale, tout se fait avec 3 octaves, avec trois ouvertures de compas déclinées par octave, quoi. On divise 1, 2, 3 et 4. D'accord. Donc, quand on divise par 4, fondamentale, la quarte. Là, on a divisé par 2, donc on retrouve sur l'octave. Et l'octave, si on le divise par 2, on retombe encore sur l'octave. Hein? Donc avec une division par 4, on a les 2 octaves, les graves et les aigus. Et puis, donc, du coup, on peut déterminer toutes les longueurs. Puis après, bon, on divise par 3, on aura la quinte. Et puis après, on fait toutes les divisions. Mais bon, voilà, une fois qu'ils avaient fait une division par 4 et puis une division par 3, c'était fini. Et pratiquement tout était construit uniquement avec ces proportions-là. Et ça, on va le retrouver, je te dis, il y a un millénaire de facture
occidentale avec 3 ouvertures de compas. Quoi. Et la longueur que tu montes là, tu la montes depuis... Depuis le gamma, c'est la base le gamma. Le premier truc qu'on trace pour faire ça, c'est pour faire la harpe, c'est la croix. Et en fait, tracer la croix, ça revient à avoir un axe X, et puis un axe Y. Alors là, on ne va pas faire la construction au compas, pour ça que j'ai gardé le fond de truc. Parce qu'en plus de ça, pour faire une perpendiculaire, ben c'est comme pour faire n'importe quelle opération et tout, il y a boîte milliards de solutions pour faire la croix. Hop. Donc là, on a la croix. Et la croix, donc pareil, on va la diviser par 4. Donc là, les divisions, elles sont déjà faites. Et puis, donc voilà, on a gamma, la carte, do, l'octave, sol, et l'octave sol aigu, d'accord? Donc en fait, donc là, division par 3, on part de la quinte. Alors là, je suis flemmard parce que je ne fais pas toute la construction. Et là, on a l'arc des chevilles. Donc là, on a fait 3 traits. Oui. Gamma, comment tu le choisis? Il y a des voilà. longueurs. Alors là, voilà. Souvent, je travaille avec le pied du roi. C'est-à-dire 32/4, c'est la longueur c'est le diapason du violon. La longueur de corde du violon. Donc ça, c'est la première que j'ai faite pour voir. Hein, puis surtout, comme la sculpture, c'est pas trop mon truc, je voulais faire quand même vraiment, je voulais faire l'essai, quoi. Mais là, après avoir vu l'original, la caisse, elle est trop grosse, quoi. Elle n'est pas proportionnée. Mais par contre, j'avais juste mis en place les assemblages et puis le volume de la tête pour voir un peu. Et du coup, je ne l'ai pas poussé plus loin, ce qui fait que voilà, on peut la démonter. Voilà, donc du coup, ça permet de s'amuser et tout. Puis bon, parce que même sur celle-là, s'il y en a qui veulent se faire des essais et tout, ben voilà. Parce que là, elle est pas terminée, même l'arrondi, il est pas fini, il y a encore tous les... Là, pratiquement, il y a encore vachement de bois à retirer, quoi. Et là, j'en parle pas, parce que là, ça répond pas. Normalement, une caisse, voilà, il faut qu'on puisse la tordre dans tous les sens, qu'elle ait une souplesse, puis après, on l'entend aussi. Mais là, il y a encore trop de bois, quoi. En plus, il n'y a pas les ouïes. La colonne, c'est 4 fois ça. Donc en fait, on prend l'épaule, on multiplie par 4, on a ça, et on multiplie par 4, on a ça. L'ouverture. Donc en fait, il y a une mesure de base qu'on va octavier 8 fois. En tout, il y a, sur ce truc-là, c'est pour ça que je n'ai pas le décomposé complet du monocorde, parce qu'en fait, voilà, il y a une carte, et puis elle est placée au niveau de la quinte. Et après, c'est les 2 seules unités, ça va être, voilà, ça va être ça. Donc en fait, pour faire l'ensemble de l'arc, on va se retrouver avec un minimum de mesures. Et c'est le genre de truc, une fois qu'on l'a tracé une fois, pratiquement, c'est hyper facile à mémoriser, quoi. Donc du coup, la colonne, on peut la dessiner tout de suite. On a dit que ça, c'était le bas. On a dit que, ben voilà, il y a une courbe, la tête, et puis, voilà, la partie à virer, c'est ça. Donc, il faut que ça vienne de là à là,
Et puis, un nœud là, un nœud là. Voilà, ça c'est l'aulne. C'est bourré de petites surprises comme ça, qui font des petits contrefils. Je repasse de l'autre bord. Ah yes. Allez, j'y suis, bouge plus. Voilà. Si on n'a pas bougé, Voilà. Donc là, donc ça c'est prêt à couper. C'est plus vers le bas. Qui est juste en bas. Là, c'est un peu fastidieux, il faut faire une suite de crans, quoi, progressivement. Voilà, toc, voilà. Et donc, pareil pour l'extérieur. Et quand on a 3-4 mm, après, si on attaque d'ici, on peut faire l'ensemble de la courbe d'un seul mouvement, sans rupture et tout, parce qu'il n'y aura plus rien qui va gêner la lame de la scie, quoi. Donc là, pareil. Hop, sur la table de la scie, et chiouk, clac, chiouk, clac. Normal que ça laisse plus longtemps. Tu vas bien savoir ce Ouais, je pense en sculptant qu'on devient sculpteron. Ça m'a toujours attiré, mais je me suis jamais lancé. Alors là, c'est l'occasion. On est pas loin. Ah oui, ta petite pointe, tu peux faire ça aussi. Tu veux faire Le ballon dont on dispose. Ça, il faut un petit coup de rabot.
On est sur un. Donc, toc. On va se dire qu'on a 10 et 43. C'est surtout que c'est plus facile à faire comme ça. Parce qu'après tu vas voir le gag. Toc. Ouais. On connaît parfaitement les différentes formes de clés d'accord du XIIe siècle, parce qu'il y en a plein de représentations. À partir du XIIIe siècle, l'évolution, par exemple sur le XVe ou la Renaissance, on a 2-3 exemplaires de clés d'accord, mais on n'en trouve plus. Elles ne sont plus représentées parce qu'ils sont passés à un autre type de représentation. On va retrouver le thème de David accordant sa harpe. Pratiquement toutes les représentations du XIIe essentiellement et en partie du début du XIIIe. Le harpiste par exemple, mais même les musiciens, par exemple le tympan de Saint-Jacques, où on a tout un instrumentarium, ils ne sont pas représentés en position de jeu, ils sont représentés en position d'accord, parce que le plus important c'est la musique va être faite pour harmoniser le peuple de Dieu, la communauté, et donc pour harmoniser, le plus important, il faut que ça soit accordé. Donc la première étape de tout, c'est l'accord. L'ensemble des études est faite pour apprendre à harmoniser. Donc une fois qu'on a acquis les sciences du langage, le trivium, grammaire, dialectique et rhétorique, on attaque le quadrivium. Arithmétique, géométrie, musique et astronomie, chacune de ces sciences pouvant s'exprimer dans l'autre.
Avec le mouvement, tu sens quand il y a des bosses un peu. Le boyau de mouton a toujours été le matériau pour faire les cordes, quoi. On ne coupe pas le vivant, on travaille qu'avec des entiers. Et donc c'est l'unité, le boyau, c'est l'unité à partir de laquelle on va déterminer les cordes. Donc il y a les cordes, il y a un boyau, il y a deux boyaux, il y a trois boyaux, quatre boyaux, et c'est comme ça qu'on fait les progressions de diamètre. Et sur les instruments donc à cordes inégales, normalement, un plan de corde à la juste proportion, qui respecte toutes les proportions musicales, on peut le monter avec exactement le même diamètre partout. Par contre, les instruments à cordes égales, pour changer de note, on va augmenter le diamètre dans la proportion musicale qui est nécessitée par l'accord. Donc sur un instrument à manche, au lieu de corriger les longueurs, ça va être, les variations vont se faire sur la grosseur de la corde. Tous les anciens, bien sûr, travaillant uniquement avec ces proportions naturelles, avec les harmoniques naturelles en particulier, toute la lutherie ancienne, jusqu'à l'adoption de la gamme tempérée, va se faire en favorisant et en travaillant uniquement sur les harmoniques. L'exemple typique étant le violon, accordé en quinte juste, et c'est tout un jeu d'harmonique qui est mis en œuvre et qu'on ne peut pas éviter pour faire sonner l'instrument. Et dans ce jeu de la recherche des harmoniques naturelles, les cordes étaient donc toujours laissées brutes. Et donc, vous pourrez les toucher, elles sont irrégulières. Et en fait, les irrégularités perturbent la vibration du fuseau et augmentent le spectre en harmonique. Et du coup, rajoutent encore du son.